C'est bon, je vois. OK. Donc là, c'est bon pour tout le monde? Yes. OK. Bismillah. Commençons. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir une introduction pas très brève de Apache Kafka. C'est une présentation que j'avais commencé à préparer pour, euh, disons, faire une présentation en interne dans la boîte où je travaille. Donc, certaines démos ou bien certains concepts utilisés, c'était surtout à cause de ça. Donc, commençons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hassan Mustafa. Je travaille pour une startup qui s'appelle Bank of Africa Group. Et quoi d'autre? Ça, c'est ma tête avec un peu plus de cheveux. Je gère un petit site GoScreencast.io où je parle beaucoup de Go. Enfin, c'est un site que j'ai dédié à Go, beaucoup de Redis, du web. Et après cette présentation, il y aura une série dédiée à Kafka. Tout ce qu'on dira dans cette présentation, on verra différentes petites vidéos qui pourront le retracer. Et pour ceux qui ont envie de m'écrire ou poser des questions plus tard, je suis disponible sur Twitter, @_hk. Donc, bismillah. L'agenda de notre présentation aujourd'hui, c'est qui va un peu retracer le voyage que beaucoup envisagent, c'est-à-dire le voyage d'une application monolithe vers des microservices. Et puis on verra, une fois que c'est fait, quels sont les problèmes que ça va poser et comment on peut les améliorer en utilisant un broker tel que Kafka. Puis on va faire un zoom sur Kafka, ce que c'est, comment ça marche en interne et comment mettre ça en place. Et nous avons un guest star Zookeeper. Et en dernier, une petite liste de quelques cas d'utilisation de Kafka. Donc, commençons. On va dire que nous avons une application Internet Banking qui est en place, qui marche bien, qui grandit. Et toute application monolithe qui grandit connaît certains problèmes qui ne sont pas forcément dus à la performance, mais parfois à l'agilité. On a envie de changer beaucoup de choses en même temps et c'est difficile. Et quand on veut embarquer du monde, de nouveaux développeurs ou de nouvelles ressources, elles doivent comprendre l'ensemble avant de pouvoir vraiment contribuer. Alors que certaines rumeurs disent que si c'était des microservices, la personne aurait besoin de connaître une seule partie de l'application ou une seule partie du système et tout de suite être productif. Donc, nous allons partir d'une application qui était monolithe et puis qu'on va décomposer en certains services et des services. Chacun de ces services peut être déployé de manière indépendante, développé dans une technologie complètement différente de celle utilisée pour les autres services et, disons, dans le langage qu'on veut, la techno qu'on veut, et on fait comme on veut. Donc, différentes équipes et chaque équipe choisit les outils qui lui plaisent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et Sika ou Ndongo, vous m'arrêtez si je vais trop vite ou s'il y a une question concernant ce que j'ai dit. Donc là, nous avons découpé notre application qui était une grosse brique et on a décidé de la découper en petites briques. Mais ces petites briques qui communiquaient via des appels mémoire quand on est dans une même application, j'appelle un module, j'appelle une classe ou une fonction, ben, tout ça se passe en mémoire et c'est très rapide. Quand je décompose mon application en microservices, ces services sont déployés, j'espère, sur des machines différentes. La communication qui était faite de manière simple par des appels de fonctions en mémoire, maintenant deviennent des appels réseau. Et quand on dit appel réseau, on dit bienvenue les problèmes, parce que le réseau n'est jamais, disons, une, une chose sûre. Ça tombe tout le temps, on peut avoir beaucoup de différents problèmes qui font que les appels réseau sont plus difficiles et moins sûrs que les appels mémoire. Donc, on va dire que actuellement, on a opté pour du service-to-service communication. Pour une transaction donnée ou une opération donnée, le service user
a besoin de parler au service card. Card ici pour dire votre carte bancaire. Et à chaque fois qu'une opération est effectuée sur l'un de ces services, ce service en mode asynchrone, ici les pointillés sont utilisés pour représenter les communications asynchrones. Donc, user service et card service communiquent de manière synchrone. User service ici communique avec le service audit de manière asynchrone. Donc, il fait son poste et si en background, ça prend 2-3 secondes, quelques millisecondes, il n'y a pas de souci. Et audit service, à chaque fois qu'il y a des opérations qui peuvent avoir un trait frauduleux, il communique avec un autre service de manière synchrone pour lui dire attention, j'ai reçu un événement et tu devrais peut-être l'analyser. Donc, les différents services commencent à échanger entre eux et la communication devient de plus en plus complexe et ce maillage de services devient plus riche et plus difficile. Et puis, avec la pression du boulot, les appels et tout, notre service audit tombe. Il est tombé parce qu'il n'a plus de connexion à sa base de données. Le pool est plein, la charge est énorme ou la machine sur laquelle il est déployé, cette machine est tombée pour une raison ou une autre. Vu que c'est un appel réseau, quand j'essaie de contacter quelqu'un et que je n'y arrive pas, je ne sais pas si c'est parce qu'il est down ou pour une autre raison. Donc, quand moi je suis down, moi le service audit, ça impacte ma communication avec les autres services. Les autres services maintenant disent peut-être qu'il est juste débordé, je vais patienter un peu. Donc, chacun des services qui communiquent avec moi de manière synchrone ou asynchrone commence maintenant à se dire OK, je vais gérer les timeouts. Si je n'arrive pas à parler à X, peut-être que les 10 secondes ou 30 secondes qu'on avait fixées comme limite ne sont pas suffisantes, on va les augmenter. On a augmenté, mais ça ne résout toujours pas le problème. Peut-être que quand je n'arrive pas à communiquer avec ce service, j'attends un peu et je retry, je refais la requête plus tard. Ça ne résout peut-être pas les problèmes. Peut-être qu'on va dire, OK, on va mettre une couche devant chacun de nos services et quand il est down, tout de suite, cette entité va répondre pour dire, non, ce service est down, ce n'est pas la peine de retry. C'est quelque chose qui est très connu dans le domaine des microservices, qu'on appelle le circuit breaker. Nos amis Javateur connaissent beaucoup ce truc, surtout avec la librairie super célèbre de Netflix, Hystrix. Elle n'est pas la seule, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Mais là, juste parce qu'un service peut être down, les autres services ont maintenant plus de responsabilités. Ils doivent gérer les timeouts, ils doivent gérer les retries, et peut-être qu'on va même rajouter une nouvelle couche devant ce service qui nous dit désolé, monsieur est occupé, veuillez repasser plus tard. Et cette entité va, elle, continuer à ping ce service fréquemment jusqu'à ce qu'il commence à répondre pour que les prochaines requêtes que ce circuit breaker va recevoir, il va les laisser passer vers ce service parce qu'il est maintenant healthy et il peut les traiter. Et on doit aussi commencer à dire, OK, ce service, vu qu'il est très sollicité, peut-être qu'on va devoir avoir plusieurs instances de ce service pour avoir un peu de la haute disponibilité. Et quand on dit haute disponibilité, ça veut dire plusieurs instances de ce même service qui sont lancées dans le même réseau, dans des réseaux différents. Ce n'est pas vraiment un problème, mais du moment qu'on a plusieurs instances d'un même service, il faut une autre couche qui nous permettra de rediriger le trafic vers l'une de ces instances. Donc, on aura besoin d'un reverse proxy ou d'un load balancer certainement pour pouvoir répartir cette charge vers les différentes instances de ce service. Donc, et ça, c'est beaucoup trop de problèmes. Et ça, ce sera valable pour tous les services que vous allez déployer. Ce n'est pas seulement ici audit service, mais cette même logique ou cette même série de problèmes, on va l'avoir pour tout le monde. Et ça, c'est parce qu'on a décidé de faire du service-to-service communication. Peut-être que ce n'est pas toujours une bonne option. Une deuxième option pourrait être service-to-broker ou service-to-X communication. Les différents services vont communiquer avec une partie centrale et cette partie centrale, elle va faire la redirection ou faire le bon routage qu'il faut.
évidemment, la partie qui est au milieu, il faut qu'elle soit disponible, il faut la monitorer. Quand elle tombe, il faut qu'on puisse la relancer vite. Donc, les problèmes qu'on avait pour chacun de nos services, on les a maintenant en mode central. Et on va dire que le broker, dans notre cas, on a décidé d'utiliser Apache Kafka. Donc, jusque-là, on a des services qui ont besoin d'échanger des données, de discuter entre eux. Et il y a quelqu'un au milieu, un maestro qui est au milieu, qui va router les messages de chaque service vers un autre. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche plus ou moins comme ça. Un service a besoin d'envoyer une information vers un autre service. Mais il ne sait pas si ce service est up ou pas. Peut-être que lui, il ne parle plus à un seul service, mais le message ou l'événement que lui, il envoie intéresse beaucoup plus de monde. Donc, ce n'est pas à lui de savoir qui est intéressé par l'information que lui, il produit. Donc, il dit juste, quelque chose s'est passé chez moi et voici l'info. Et il la dépose quelque part. Et quand, dans notre cas, il s'agit, le card service, on va l'appeler a producer, parce qu'il produit du contenu qu'il envoie à Kafka, et ce contenu va intéresser du monde. Mais quand ce service envoie un message ou un événement vers Kafka, Kafka va lui retourner un accusé de réception. On va l'appeler ACK ou acknowledgement. Oui, l'information que tu as envoyée, je l'ai reçue et je l'ai sauvegardée. Donc, là, on est en mode producer synchrone. On peut aussi dire, on peut faire la même chose en mode asynchrone. C'est-à-dire, j'envoie vers Kafka, mais je ne bloque pas mon traitement, je ne bloque pas la communication en attendant un retour. Quand j'aurai le retour, je ferai des choses avec cette réponse. Ce hack est très important parce qu'il permet de faire beaucoup de choses à la fois chez Kafka et chez le producer. Et maintenant, le service audit est intéressé par l'information que produit le service carte. Il vient s'abonner chez Kafka et il utilise une certaine, on va dire, topologie ou une politique en interne pour dire, oui, moi, ce type d'information m'intéresse. Vu que je m'abonne à un flux que je vais consommer, dans ce jeu, moi, je suis le consumer. Celui qui produit le contenu, c'est le producer. Celui qui consomme ce contenu, consumer. Ils ont été inspirés dans ce cas. Sauf que pour un type d'événement, on peut vouloir avoir plusieurs applications qui vont se répartir le boulot. Imaginons que nous traitons par exemple des données qui sont envoyées par des capteurs qui sont branchés quelque part, des puces RFID. Donc, il y a tellement de données qui viennent que si on demande à une seule application ou à une seule instance d'une application de traiter tout le contenu qui vient, elle sera très vite débordée. Ou bien, les informations qui doivent être traitées en quasi-temps réel seront décalées de quelques secondes, voire de quelques minutes. Par exemple, vous allez dans un Gap, vous mettez votre carte dans le guichet, vous retirez de l'argent, vous avez besoin de recevoir une notification sur votre application par SMS, mail ou qu'importe le moyen, mais vous voulez recevoir cette info très vite. Si vous recevez le SMS dans quelques secondes ou une minute plus tard, ce n'est pas méchant. Par contre, le système de la banque en interne ou le système de n'importe quelle industrie peut vouloir avoir cette information en temps réel pour dire non, attention, ne donnez pas l'argent parce que cette carte a été signalée comme volée ou perdue. Donc, si vous recevez l'information quelques secondes ou quelques minutes plus tard, trop tard, l'argent est parti. Donc, vu que vous voulez traiter ces choses-là en quasi temps réel, vous dites non, je vais lancer plusieurs instances de ce consommateur pour être sûr que si j'ai 10 000 infos qui viennent en même temps, j'ai X fois plus de capacité à les traiter en même temps. Donc là, vous créez un consumer group. Un consumer group, ça peut être la même application avec plusieurs instances, ça peut être des applications complètement différentes et qui ont décidé de... C'est très rare que ce soit des applications différentes. Le plus souvent, c'est plusieurs instances de la même application qui forment un groupe et qui viennent consommer. Donc, les consumer group, eux aussi, ils viennent s'abonner et tout le monde est content. Donc là, on commence à avoir
disons, une vision assez claire. On a une partie du monde qui produit du contenu et une autre partie qui est intéressée par ce contenu et elle vient le consommer. Apache Kafka, dans sa version, on va dire, celle que vous allez trouver sur kafka.apache.org, elle vous permet à la fois elle vous permet de créer des applications producer, des applications consumer. Elle vous permet d'avoir du real-time ou processing ou stream processing via son API Stream. Et elle permet aussi d'utiliser une base de données existante, un fichier CSV ou n'importe quel autre type de données, ou différentes bases de données ou différentes sources, comme étant une source de données, donc pas forcément une application qui, suite à certains événements applicatifs ou utilisateurs, envoie la donnée. Elle fournit une API qu'on appelle le connector. Donc, on peut brancher une base Postgres et migrer toutes ces données vers une base Oracle en passant par Kafka. Donc, ça, c'est les 4 bases ou les 4 briques de départ que vous avez: producer, consumer, connector et stream. Et pour chacun de ces composants, il y a une API Kafka dont les drivers natifs, vous les avez en Java et en Scala, parce que Apache Kafka est écrit en Scala. Il tourne sur la JVM, donc toujours les API Java et Scala sont toujours à jour avec la dernière version. Et on verra un peu plus tard que d'autres langages sont toujours à jour aussi. Mais dans la suite de notre présentation, on va se limiter à la partie Producer API et Consumer API. C'est ce qui représente, on va dire, une grande partie de la consommation, et c'est là où il y a les choses à connaître. Donc, à gauche, le producer, à droite, nous avons le consumer, et au milieu, nous avons Kafka lui-même, qui est notre broker. Donc, on va faire un zoom sur Kafka lui-même et savoir comment les informations qui arrivent sont stockées chez lui. Quand le producer envoie de la donnée, que le consumer va consommer tout de suite ou plus tard, où est-ce qu'elle est stockée? Les informations qui sont envoyées par des producers et qui seront plus tard consommées par des applications consumer sont stockées quelque part dans Kafka et sont stockées dans des choses qu'on va appeler des topics. Vous êtes abonné à une chaîne de télé, un exemple tout bête qu'on donne souvent. Quand TF1, par exemple, veut publier du contenu, on sait qu'il faut aller sur TF1. Donc, le topic, il porte un nom. Le producer envoie la donnée vers ce topic et les consommateurs viennent s'abonner pour lire l'info qui est publiée dans ce topic. Donc là, on va prendre l'exemple de 3 topics: messages, alertes et sign-ups. Ce sont des messages qui dépendent uniquement de votre, disons, de votre application, de ce que vous faites. Mais les topics, c'est le noyau, on va dire, de tout ce qui va suivre, et c'est la chose qu'il faut le mieux savoir. Il faut vraiment maîtriser les topics et tout le reste devient super évident. Maintenant, un topic, sa définition, c'est append only log. Append only log, ça veut dire quoi? Append only, ça veut dire que moi, tout ce que je peux faire, c'est ajouter du contenu. Je ne peux pas venir supprimer du contenu que j'ai envoyé à Kafka. Je ne peux pas le faire. Il n'y a pas d'API qui vous permette de mettre quelque chose dans Kafka et puis venir dire non, 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 je veux le supprimer. Ça, oubliez. Donc, c'est append only log. C'est, disons, un tableau dans lequel tout ce que vous faites, c'est push. Bon. On va l'appeler un log. Et à chaque fois que vous envoyez une information à ce topic, ou un message à ce topic, parce qu'on dit souvent message, événement, ou event et message. Ici, si je dis message ou event, c'est la même chose. Donc, à chaque fois que votre application envoie un message ou un événement vers Kafka, il est enregistré dans le topic concerné. Et évidemment, les messages qui sont envoyés dans un même topic doivent respecter le même schéma, le même format. Vous n'allez pas m'envoyer différents trucs, ça va marcher, mais ceux qui vont consommer vont avoir des problèmes. À chaque fois que vous publiez du contenu, on va dire qu'il est mis dans une case de ce tableau. Et au fur et à mesure qu'on avance, on sait que vous avez publié 4 messages, donc vous êtes à la position 4 ou 3, si on dit que l'index commence par 0. Et puis, à chaque fois que vous publiez encore du contenu, ça avance.
et ce jusqu'à la fin. Donc là, l'index ou la position à laquelle disons, le dernier message, on va dire, il se trouve à la position 17. Au lieu de dire position 17 ou index 17, on va dire offset 17. Pour le moment, comprenons que offset, c'est juste un index qui nous rappelle où est-ce qu'on en était. Sika est à la position 3. Mustafa Sall est à la position 7. Atakem Kidor, il est à la position 1. Donc, on a un offset par consumer. Et ces offsets peuvent aussi être, disons, ils sont groupés par ce qu'on va appeler une partition. Quand on crée ce tableau, s'il devient super long, le stocker, le gérer, et il y a des choses que Kafka fait en interne dont on va parler un peu plus tard, le faire sur une collection super énorme, sur un tableau de 1 milliard d'événements, c'est compliqué. Alors Kafka dit non. Au lieu d'avoir ce tableau en 1 milliard de positions, je vais diviser ce tableau en 3 ou 4 autres tableaux, donc qui seront de plus petite taille, évidemment. Et là, leur gestion sera un peu plus facile. Donc, chacune de ces divisions qu'on a faites ici, on va l'appeler une partition. Donc, un petit rappel. L'application A envoie du contenu vers Kafka. Elle l'envoie sur un topic. Ce topic est composé d'une ou plusieurs partitions. À chaque fois qu'un nouveau message arrive, il est stocké dans une partition. Ça peut être la partition 1, 2, 4, ça dépend. Ce n'est pas aléatoire. Le producer peut avoir la main pour dire je veux envoyer cette info à la partition 3, si vous voulez. Ça a des avantages et des inconvénients. On verra ça un peu plus tard. Mais le petit résumé à retenir ici, c'est le producer envoie sur un topic. Un topic est composé d'une ou plusieurs partitions. Chaque partition a son offset ou a ses offsets et le offset dépend du consumer. Si le consumer vient d'arriver et il est à la position 0, c'est en fonction de son rythme de consommation que son offset va avancer. Il est évident que on peut commencer par le début, on peut commencer aussi par n'importe quelle position que l'on veut. Un consumer qui dormait pour une maintenance ou autre, c'est qu'avant de s'arrêter, il était à la position 4. Quand il revient se réinscrire en tant que consumer, il dit à Kafka, s'il te plaît, je veux commencer ma consommation à partir du offset 4. Donc, tout ce qu'il y avait avant 4, Kafka ne va pas le lui envoyer. Donc, avançons un peu. Donc là, on a dit que pour des raisons de performance, de disponibilité, traitement et tout, on va diviser notre topic en plusieurs partitions. Et tout ça, jusque-là, on parlait d'un seul broker. Quand je dis un broker, je veux juste dire une instance de Apache Kafka qui tourne. Donc, avoir deux brokers veut dire avoir deux instances de Kafka qui tournent. Quand on a plus d'une instance de Kafka qui tourne, c'est-à-dire on a plus d'un broker qui tourne et qu'on a plusieurs partitions, Kafka en interne sait qu'il ne faut pas stocker, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il va distribuer les différentes partitions qu'il a sur ses copains brokers. Mais pour chaque partition, il y a un broker qui est le leader. Il sert à quoi le leader d'une partition? À chaque fois qu'un client essaie d'écrire vers Kafka, même s'il parle à un broker qui n'est pas le master ou bien qui n'est pas le leader de cette partition, sa demande d'écriture est routée vers le leader. C'est le leader qui écrit. Une fois que le leader a écrit, il va retourner le hack qu'on avait vu au début du film. Quand le producteur envoie de la donnée, il reçoit un hack. Maintenant, ce hack, pour le recevoir, il y a des conditions à satisfaire. Si, par exemple, moi, en tant que producteur, je dis, dès que le leader a stocké, c'est bon, je suis content. On peut m'envoyer un hack. D'autres vont dire, non, non, moi, je veux être sûr qu'au moins 2 brokers ont reçu l'info et ils l'ont stocké chez eux. Donc là, le leader reçoit l'info, il l'enregistre chez lui, il envoie la même donnée aux autres brokers qui sont followers pour cette partition, ou bien
pour ce topic, c'est lui le patron et eux, ils sont followers. Et à chaque fois que l'un des followers arrive à enregistrer avec succès l'information, il va le dire au patron, au leader. Oui, c'est bon pour moi. J'ai pu enregistrer ce que tu m'as envoyé. Donc là, le leader va dire au producer, c'est bon. Et il lui donne son accusé de réception. Donc, la politique pour l'accusé de réception, elle dépend de vous, de comment vous voulez. Est-ce que vous voulez un accusé de réception à chaque fois que vous envoyez, même si ce n'est pas encore enregistré? Ou bien, vous voulez un hack, mais il faut que ce soit au moins le leader qui dit oui, j'ai reçu, j'ai enregistré. Ou bien vous voulez que tous vos brokers ou la majorité l'enregistrent. Ça va dépendre de la criticité de l'information qui transite dans vos brokers. Donc, un topic, c'est plusieurs partitions. Quand on a plusieurs brokers, ces différentes partitions sont distribuées entre les différents brokers, mais il y a un seul broker qui est le leader. Les autres brokers sont followers pour cette partition. Dans ce schéma, on voit que pour un broker, il peut être follower pour un topic, mais il est leader d'un autre topic. Ou bien il est follower pour une partition, leader d'une autre partition. Donc, vraiment, il y a beaucoup de finesse que l'on peut voir en avançant. Mais dès qu'on commence à avoir plus d'une instance de Kafka, on n'a plus un broker et maintenant on entre dans ce qu'on appelle un cluster. Un cluster, c'est un ensemble de brokers, un ensemble d'instances brokers qui sont lancés et qui doivent ensemble décider de comment faire le travail. Et pour ça, ils ont besoin de stocker des données, savoir qui est le patron actuellement. Et pour ça, Kafka se repose sur une techno ou un outil qu'on appelle Zookeeper. Donc, vu qu'on va avoir un cluster Kafka, ce n'est pas très intelligent d'avoir une seule instance de Zookeeper. Donc, on va aussi créer un cluster Zookeeper. Mais dans le jargon de Zookeeper, un cluster Zookeeper est appelé un ensemble. Donc, ensemble égale cluster Zookeeper. Donc, notre cluster Kafka va utiliser un ensemble Zookeeper pour ces choses en interne. Il y a quelques années, il y a 2 ans, quand vous aviez besoin d'envoyer de la donnée à Kafka dans un topic, vous ne l'envoyez pas directement à Kafka. On l'envoyait à Zookeeper et en interne, les choses se passaient bien. Et puis ça a changé. Maintenant, on parle uniquement à Kafka, que ce soit pour la lecture ou pour l'écriture. On parle à Kafka. Kafka, lui, parle à Zookeeper parce que c'est Zookeeper qui est utilisé pour stocker les données. Et quand on a un cluster Kafka, bien, à chaque fois qu'un broker Kafka est lancé, il veut déjà savoir est-ce que je suis dans un cluster ou non. Si je ne suis pas dans un cluster, je suis le seul, je suis le roi du monde, je fais ce que je veux. Mais si je suis dans un cluster, la première chose qu'il essaie de faire, c'est d'être le patron, d'être le contrôleur du cluster. Et pour ça, il va envoyer une demande à Zookeeper. S'il te plaît, crée-moi un enregistrement dans tel répertoire. Si ce répertoire existe, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est le contrôleur de ce cluster. Et ce broker va comprendre que non, il y a déjà un patron et puis c'est bon. Si ce répertoire n'existe pas dans Zookeeper, il est créé et ce broker qui avait fait la demande devient le contrôleur du cluster. Donc, dans un cluster, nous avons un contrôleur et nous avons un ID. Chaque broker, quand il se lance, il a un ID et les ID, évidemment, seront uniques dans le cluster. Quand un broker se lance, il se lance sur un port bien spécifique. Ici, par défaut, c'est le 90-92. Et une autre chose, quand un broker Kafka est lancé, il a besoin de savoir sur quelle adresse ou sur quel domaine il va recevoir les demandes. C'est ce qu'on va appeler Advertised Listener. Ces choses-là sont obligatoires. L'ID, le port, le Advertised Listener. Et la dernière chose, c'est le Zookeeper Connect. Moi, Kafka, j'ai besoin de Zookeeper. Je suis un broker que tu veux lancer, c'est bien. Dis-moi à quel Zookeeper je dois me connecter pour essayer d'être contrôleur, pour demander la liste des partitions qui sont créées, la liste des topics.
Parce que tout ce qui est stockage, on va dire que pour le moment, c'est Zookeeper qui s'en occupe. Ce n'est plus vrai, ce n'est pas vrai actuellement. Beaucoup de choses sont remontées vers Kafka, sont remontées vers le niveau de Kafka parce qu'ils cherchent à se débarrasser de Zookeeper parce qu'il est super compliqué et les gens se plaignaient beaucoup. Donc, un broker qui se lance, il a besoin de connaître le Zookeeper auquel il doit se connecter. Donc, si je prends le broker 1 et je le branche au Zookeeper 3, le contrôleur 2, je le branche au Zookeeper 3, le broker 3, je le branche au Zookeeper 1, ces trois, grâce à Zookeeper, sauront que les autres existent. Donc, il va faire du discovery. Chacun de ces Kafka saura que les autres existent parce que Zookeeper a fait le boulot. Donc, si on résume un peu ce qu'on a dit jusque-là, nous avons des producers qui vont communiquer avec Kafka, qu'il soit un broker unique, enfin, un cluster Kafka, qu'il soit composé d'un seul broker ou de plusieurs. Ces producers communiquent avec Kafka. Les consumers se branchent à Kafka pour retrieve, pour récupérer de la donnée à leur rythme. Quand je sais que okay, cette application doit aller en maintenance, ben, tout ce que je fais, c'est arrêter de consommer. Et quand je reviens, je reprends le boulot de là où je me suis arrêté. Et les différents brokers Kafka, eux, ils sont branchés à l'ensemble Zookeeper pour différentes choses. Ici, les pointillés veulent dire c'est la coordination entre les différents membres du cluster. L'un d'eux est leader d'une partition, l'autre est follower. L'un d'eux a reçu une demande d'écriture ou de lecture. Il a besoin de savoir c'est qui le patron à qui je dois la router. Et cette histoire de qui est le leader d'une partition ou d'un topic ou autre, ça, c'est le travail du contrôleur, du broker qui est contrôleur. Le contrôleur, souvent, enfin, il fait comme les autres brokers, il fait un peu plus de boulot qu'eux, mais si vous pouvez avoir un broker qui ne qui ne joue que le rôle du contrôleur, c'est nickel. Mais si vous ne pouvez pas, ben, vous ne pouvez pas. À l'impossible, nul n'est tenu. Jusque-là, on a parlé de Kafka. Et jusqu'à cette date, la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire Kafka sans parler de Zookeeper. Zookeeper est un projet Apache qui permet leader election pour le cluster déjà, savoir c'est qui le patron du cluster. Leader election pour les topics et les partitions. Le controller election, en détail, c'est juste le premier broker qui arrive à créer un répertoire qui est vraiment très spécifique. Une fois qu'on l'a créé, on devient contrôleur de ce cluster. Les partitions et les offsets et beaucoup de données sont stockées au niveau de Zookeeper. Donc, quand un nouveau broker rejoint le cluster, il sait tout de suite tout ce qui se passe parce que toute l'info, toute l'intelligence, on va dire, toute l'info, tout l'historique, il est déjà chez Zookeeper. Le discovery, comme on a dit, je suis nouveau broker, je rejoins le cluster. Zookeeper me donne toutes les infos. Ouais, il y a Atakem qui est broker 1, il y a Sika qui est broker 2, il y a tel broker, mais il est down, donc oublie-le. Et il permet de gérer ou de permettre la haute disponibilité. Actuellement, pour la dernière Kafka Conf, il y a eu quelques mois, je crois, ou quelques semaines, il y a une Kafka Improvement Proposal, KIP 500, qui demande la suppression complète de Zookeeper. Donc, peut-être que d'ici Kafka 3, il n'y aura plus de Zookeeper qui vous fatigue. Les principaux use cases de Kafka, messaging, ce qu'on a raconté depuis le début, on est uniquement dans la partie messaging. Deux applications qui essaient de s'envoyer des messages et des événements. Website Activity Tracking. Quand vous voulez faire des analytics, vous avez besoin de pouvoir envoyer tout ce que les utilisateurs font vers quelqu'un. Et Kafka est vraiment solide pour ça. Donc, il est très utilisé pour ce genre d'analytique. Les métriques, dès qu'on dit analytique, on a un peu parlé des métriques. Log aggregation, vous avez différentes applications ou bien vous avez différentes instances d'une même application. Donc, elles fournissent les mêmes logs. Vous pouvez les envoyer toutes vers Kafka
Et là, vous avez une seule sortie de log. C'est comme si vous aviez une seule application qui tourne. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer, de suivre un seul flux de log plutôt que d'aller ramasser une vingtaine de fichiers log, les envoyer vers ELK ou autre. Là, toutes mes applications balancent vers Kafka et mon Kafka balance vers mon cluster ELK et tout est agrégé de manière nickel. Le stream processing, parce que Kafka a une stream API très puissante. Event sourcing, ce qu'on a dit jusque-là, quand deux applications commencent à s'échanger des événements ou des messages de manière asynchrone, on commence à entrer dans event sourcing architecture ou bien event-driven architecture. Maintenant, les choses qui se passent dans votre application ou dans votre architecture, enfin surtout dans votre application, sont déclenchées ou provoquées par des événements. State machine, event-driven development, c'est le même, on va dire que c'est la même philosophie. Un utilisateur a créé un compte. Le service user enregistre la donnée dans sa base et il envoie vers Kafka une nouvelle inscription. Il y a des services qui sont intéressés pour savoir, OK, c'est qui le nouveau. Par exemple, un service qui a pour simple boulot d'envoyer un mail de confirmation ou un mail de bienvenue à chaque nouvel inscrit. Donc, lui, il écoute juste cette info. À chaque fois que cet événement a lieu, il sait qu'il a du boulot. Et quand lui, il finit de confirmer le client, il y a un autre événement qui est déclenché, ainsi de suite. Donc, quelque chose se passe dans votre application ou dans votre service, vous l'enregistrez dans votre base locale et vous envoyez un événement vers Kafka. Cet événement, s'il intéresse du monde, il va déclencher autre chose. S'il n'intéresse personne, ben, il n'intéresse personne. Et le commit log, c'est le résumé de un peu tout ce qu'on a dit. To get started. OK. Au début, le site était moche, c'était difficile, mais là, ils l'ont beaucoup travaillé. Dans sa dernière version, kafka.apache.org, est vraiment une très bonne source pour démarrer Apache Kafka, pour apprendre Kafka. Confluent aussi, ils sont très bons. Leur doc est magnifique. Ils rajoutent beaucoup de choses à Kafka. Dans le début du film, j'avais dit que actuellement Kafka, c'était le broker au centre. On a les API, producer, consumer, streaming et connect, et connector API. On peut rajouter autre chose. Moi, en tant que producer ou consumer, surtout producer, je publiais un certain type d'événement sous une forme donnée. Et pour une raison ou une autre, j'ai rajouté un nouveau champ. Donc, le format de mon message a changé. Comment faire pour que mes consommateurs soient au courant? Je peux utiliser ce qu'on appelle un schema registry. Mais c'est surtout le consumer qui dit, moi, je suis intéressé par la version 2 de ce message. À chaque fois qu'une application veut publier un message dans la version 2, elle peut être rejetée par Kafka parce que le champ de plus n'a pas été renseigné. Parce que le développeur a oublié de rajouter dans son serializer, il a oublié dans son DTO, on ne sait pas. Tout de suite, c'est rejeté et il sait pourquoi c'est rejeté. Sinon, on va attendre d'aller en prod et puis, ouais, ça ne marche pas. Et après quelques heures ou quelques jours de bagarre, ouais, c'est vrai, j'avais oublié le champ. Donc, tous les événements que j'ai publiés entre-temps, je dois les republier ou on va dire growl, on avance. Donc, le schema registry, c'est quelque chose que Confluent propose. Confluent est une entreprise qui a été fondée par Jay Krebs, qui est le créateur de Kafka. Donc, Jay Krebs, Nehal Narkhede, les deux auteurs de Kafka, c'est eux qui ont monté une startup qui est devenue aujourd'hui très grande boîte. Ils font de la formation, ils font des livres et ils font aussi beaucoup de développement autour de Kafka. Et aussi, pour démarrer, The Definitive Guide de Neha Narkhede, celle qui a travaillé avec Jay Krebs pour créer Apache Kafka à LinkedIn. C'est un livre qui est vraiment excellent. Il parle des 4 API de base dont on a parlé, avec beaucoup de cas d'utilisation, ainsi de suite. Donc ça, c'était tout pour la présentation.
S'il n'y a pas de questions, je voulais faire un truc tout simple. Faire un petit partage une petite démo, mais vraiment petite. Mais je pense qu'il y a une icône qui parle de 3. Donc, je vais arrêter le partage de ce truc, sauf si vous avez des questions. Hello. Bon, il n'y a Allô. pas de question pour le moment. Je pense que Il tu n'y a peux pas de... prendre. OK. Donc, je vais arrêter le partage de celui-là pour partager mon terminal. Partage d'écran. Where is my terminal? Il est là. Vous arrivez à voir mon terminal? Oui, c'est bon. Le zoom est bon ou bien il y a Ça des me va. malvoyants? OK. Donc, la démo est très simple. L'étape 0, je ne vais pas la faire. Ben, celle-là, vous allez la faire vous-même. Vous allez sur Apache Kafka Downloads et vous téléchargez la dernière version. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous la mettez quelque part, vous la unzip et vous entrez dedans. Actuellement, pour que vous puissiez vous amuser avec Kafka, vous avez besoin de lancer Kafka lui-même. Mais pour lancer Kafka, il faut avoir déjà Zookeeper. Heureusement que toutes ces choses-là viennent par défaut dans Kafka. Donc, vous avez Zookeeper que vous pouvez lancer avec la configuration. Toutes ces choses-là, ce que vous voyez ici, le bin, ainsi de suite. Oui, je vais même vous montrer. OK. Donc là, une fois que vous aurez décompressé l'archive, là, j'utilise Kafka 2.6.1. Ça, c'est la version de Scala. Le 2.12, c'est la version de Scala qui a été utilisée. Par défaut, si je vais dans bin, voici tout ce que Kafka me donne pour pouvoir lancer. Et dans config, j'ai aussi des configurations de base qui sont là. Donc, je reviens sur mon Vim. Donc, on a besoin de lancer Zookeeper. On va juste utiliser la commande Zookeeper Server Start et on lui donne le fichier de configuration ou le fichier de properties qui vient par défaut. On est où? On est là. Donc, nous allons lancer M. Zookeeper. Si vous ne le faites pas dans cet ordre, ce n'est pas grave. Les messages d'erreur sont là. Ils vont vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Donc là, une fois que Zookeeper est lancé, il me dit, ouais, c'est bon, je suis là. Je tourne sur le port 2181. C'est le truc par défaut. Et si on va plus bas dans les logs, il va vérifier un certain nombre de choses avant d'avancer. Et toujours dans la même fenêtre, je vais lancer Kafka. Donc, j'ai téléchargé Kafka, je l'ai décompressé et c'est tout. Je n'ai rien fait de plus. J'ai modifié aucun de ces fichiers. Donc, ces fichiers par défaut vous permettent de démarrer. Donc, j'ai lancé Zookeeper. Maintenant, je lance Kafka lui-même. Allez, mon gars. Donc, c'est du Java. Il va prendre son temps. Donc, là, dans les logs, si vous remontez, vous allez voir que oui, j'ai essayé de me connecter à Zookeeper. J'ai pu, j'ai pas pu, ainsi de suite. On ne va pas aller courir dans tous ces sens-là. Mais on sait que là, finished loading, ça au moins c'est de bonnes nouvelles. Il ne nous a pas insulté, donc tout est bon. Qu'est-ce qu'on avait dit dans Vim? Start Zookeeper, start Kafka. Et au lieu de devoir développer une application pour communiquer avec Kafka, Kafka nous donne un producer en mode ligne de commande. Donc, on va dire, je vais lancer mon application producer de type console, enfin l'application que lui, il me fournit, je vais publier du contenu sur le topic DRB démo et je veux me connecter au broker que j'ai. Kafka, comme on a dit, par défaut, il se lance sur le port 90-92. Le Bootstrap Server, c'est juste le nom du flag qu'ils ont décidé d'utiliser. Et après, je vais lancer mon producer. Là, je suis conscient. C'est vrai. Là, tu vas mentir. Hop, hop. Viens ici. Là, tu viens. Donc, je lance mon consumer ou le producer dans l'ordre que je veux. Je vais d'abord lancer mon producer et après, je reviens sur le consumer. Donc, le producer, il est là. Donc, j'ai tapé ces commandes. Je vais publier du contenu sur le topic.
une question que des gens peuvent poser, c'est est-ce que j'ai besoin de créer le topic d'abord? Non. Si vous ne créez pas le topic d'abord et que vous essayez de l'utiliser, ce n'est pas un souci. Kafka va voir est-ce que ce topic existe? Si oui, il l'utilise. Sinon, il va le créer. Donc, on va dire hello from. Je voulais la chanson, mais c'était hello from quelque chose. Donc, hello from DRB. OK. Leader not available. Pourquoi? Il dit OK, j'ai essayé, mais il n'y a pas de. Comment il s'appelle? Il n'y a pas de leader pour cette partition, pour ce topic. Parce que j'ai voulu créer un topic et par défaut, il n'y a pas de leader. Ce n'est pas grave. Lui, il va le faire. Et là, je reviens sur Vim juste pour que vous puissiez bien lire. Je dis maintenant, je vais lancer mon consumer. Je vais le brancher sur le Kafka, donc Bootstrap Server. Et je vais ajouter ce consumer à un consumer group. C'est facultatif. J'ai dit que mon groupe s'appelle Dakar Ruby. Si vous ne fournissez pas un groupe, ce n'est pas grave. Kafka va générer un groupe pour vous avec un ID super long. Et je dis, OK, ce consumer, il va lire du contenu qui vient du topic DRB et je vais lire from beginning. Ici, le from beginning, c'est surtout pour le offset, pour dire, OK, moi, je veux le film depuis le début. Si je ne le fais pas, c'est la valeur par défaut. Donc, je peux aussi dire, je veux à partir d'une valeur spécifique. Donc, je lance mon consumer. Allez-y. Donc, le message que j'avais envoyé ici, hello from DRB, il est resté dans Kafka jusqu'à ce que un monsieur est venu. Je vais lancer un deuxième consumer aussi. Rien ne se passe. Pourquoi? Pour rien. Parce que ce monsieur, il est dans le même groupe que le premier. Et il y avait un seul message, donc on ne va pas l'envoyer à tout le monde. Envoyons un autre message. Hello. Et on voit que c'est seulement le premier qu'il a affiché et le deuxième, il fait comme s'il n'était pas là. Pourquoi? Parce quand on a un consumer group, ils se partagent le boulot à tour de rôle. Ce n'est pas tout le monde qui va exécuter le même traitement. C'est toujours un seul consumer de ce groupe qui va faire le boulot. Donc, nous, on va changer. On va dire Dakar Ruby. Je déteste ces trucs-là en Java. Ils sont lents. Donc là, le deuxième, vu qu'il est dans un groupe différent, dès qu'il s'est lancé, il a récupéré tout ce qu'on a envoyé. Hello et le hello to. On va dire another one. Et là, on voit que les deux ont reçu. Donc ça peut être une application PHP qui est déployée quelque part. Ça, c'est une application Ruby ou Python qui est déployée ailleurs. Et cette troisième application a produit un événement ou un message qui intéresse les deux autres. Donc, elles le reçoivent. Je peux venir là et dire, je vais lancer encore un troisième, sauf que celui-là, je ne vais pas lui dire from beginning. Je vais me changer de groupe, comme ça, personne ne va me fatiguer. Ruby Brigade, tout court. Cette fois-ci, je vais envoyer du JSON. JSON, comment on fait du JSON? On fait ça. ID. Message. Hello. Donc là, je vais juste envoyer une chaîne de caractères, mais moi, je sais que c'est du JSON. Et là, mes trois applications l'ont reçu, mes trois consommateurs. Celui-là l'a reçu, celui-là aussi. Et le tout dernier, vu qu'il ne consomme pas from beginning, il n'a reçu que les infos, les messages qui sont venus après qu'il ait rejoint la danse. Donc, ça, c'est un début pour s'amuser. Une fois que vous arrivez à publier des messages depuis vos consumer console et vous les produisez depuis votre console producer, vous pouvez écrire une petite application en utilisant l'un des drivers Kafka, l'une des librairies, enfin la librairie de votre choix, du langage de votre choix.
votre application devient un consumer, vous publiez depuis la console pour tester que tout marche bien. Et next step, vous vous connectez, vous créez une application producer depuis votre langage de choix et vous vous amusez. Donc, c'était très bref comme démo. Et il y a une petite chose que je vais montrer avant d'arrêter. On sait qu'en bas, c'est Zookeeper. J'ai arrêté Zookeeper et maintenant, je veux arrêter Kafka. Quand j'essaie d'arrêter Kafka, il dit info, waiting until connected. Il fait le têtu. Lui, avant de s'arrêter, il veut pouvoir stocker les informations qu'il a dans Zookeeper. Donc là, je vais relancer Zookeeper. Allez, Zookeeper, fais un geste. Fais un geste. Donc là, Zookeeper est lancé. Kafka s'arrête. Donc Kafka dit non, moi je ne m'arrête pas parce que j'ai des données et je ne suis pas sûr que je les ai stockées. Il essaie d'attendre un maximum de temps. Il y a un temps que vous pouvez définir. Il dit OK, j'ai des données, je veux quand même les envoyer à mon Zookeeper ou à l'un des Zookeepers avant de shutdown pour ne pas perdre des données. Et puis maintenant, on peut arrêter notre monsieur. Et nos amis de l'autre côté, eux, ils sont tous là, ils se plaignent, ils disent « Maybe a broker may not be available ». Oh, c'est normal, il n'est pas available. Donc là, on va arrêter tous ces messieurs. Donc le producer, lui, il n'a pas de souci, il s'arrête quand on veut. Et les autres, ils vont mettre un peu plus de temps avant de s'arrêter. Les consommateurs vont mettre un peu plus de temps avant de s'arrêter. Donc, ça, c'était tout pour la démo. J'arrête le partage d'ici et je retourne sur les slides si les gens ont des questions. Non, je retourne sur... Ouais, non, je vais retourner sur les slides, c'est mieux. OK, guys, la balle est dans votre camp. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Okay, merci Hassan. Il y a deux questions de Abdoulaye. La première, il demande s'il y a une durée de rétention des messages dans les topics et si la taille des messages admissibles et si c'est paramétrable. Oui, il y a une durée de rétention. Par défaut, c'est une semaine. Il y a une taille de limite de messages que l'on peut augmenter ou diminuer. Il y a une chose que je n'avais pas dite pendant la présentation qui répond exactement à cette question. Le fait qu'un topic soit sur plusieurs partitions. Une partition aussi, elle est divisée en plusieurs segments. Ça, j'en ai pas parlé. Les segments et les partitions sont là, surtout pour cette histoire de rétention. On dit que pour un topic donné, j'ai une durée de rétention d'une semaine. Quand je suis à 9 jours, j'ai déjà dépassé cette période de 2 jours. Pour ne pas devoir rescanner tout le monde, Kafka, lui, quand il est sur différentes partitions, il va utiliser cette notion de segment pour facilement savoir quels sont les segments qu'il va garder et quels sont les segments qu'il ne va pas garder. Donc, les segments qui ne sont pas gardés, eux, ils seront supprimés pour faire de l'espace. Et en fonction de la taille que vous définissez, disons, ces segments, ils ne vont pas vraiment grandir, mais il faut dire que durée de rétention plus les segments, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on pense au stockage des données dans Kafka ou bien dans Zookeeper, parce que c'est Zookeeper qui va aller stocker tout ça. Donc, la réponse est oui, il y a une durée de rétention qui est configurable par topic, si on veut. Et il y a une taille configurable par topic aussi. Ce sera la taille d'un message par topic. D'accord. Il dit aussi qu'il n'est pas d'accord pour le remplacement de je ne sais pas quoi. Tu parles du Zookeeper. Ou bien, Abdoulaye, tu peux activer ton micro et donner ton point de vue sur ça. Je pense qu'on a encore le temps. Il ne faut pas bagarrer. Et c'est oui, pas moi, c'est eux qui veulent, pas moi. Bonjour à tous. Vraiment, merci beaucoup. Sika, merci Hassan. C'était très pédagogique et c'était très, très, très intéressant. Non, c'était juste du tolling quand il parlait, Hassan, quand tu parlais de... Si tu peux revenir sur l'architecture,
À un moment donné, tu disais que quand tu as des microservices qui communiquent et qu'à un moment donné, non, pas celui-ci, oui, pour les motivations qui pourraient permettre de passer sur un messaging système comme Kafka. Tu disais tout à l'heure que voilà, quand tu voudrais éviter toute l'artillerie, hein, avoir un circuit breaker plus un discovery pour tout ce qui est service de discovery. Donc, ça pourrait paraître lourd et que derrière, voilà, il y a possibilité d'utiliser Kafka, quoi. Donc, sur ça, j'étais un tout petit peu dubitatif. Oui, tu as raison. Oui. Je n'ai pas dit toute l'histoire parce que de toute façon, Circuit Breaker Discovery, j'en aurais besoin pour mes autres services. Mais juste pour passer du service to service communication, je préfère passer vers du service to broker communication. Mais là, aux disponibilités, les circuit breaking, le load balancing, le reverse proxying, je n'ai pas le choix, je dois les faire. Super, ça marche. Mais merci encore une fois, merci. Vraiment, c'était très clair. Ok, merci Abdoulaye. Il y a d'autres questions des autres? Atakem? Non, pas Atakem. Je vois Baba Sankare aussi. Les autres, pas de questions? Tout c'est clair? Ok, en ce cas, moi, mon partage. Donc, je pense que c'est bon. Alors, merci encore une fois Assad Mustafa et Mustafa Sall pour ces présentations. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines ou 3 semaines pour d'autres présentations. Merci. D'accord. Merci à tout le monde et très bon week-end. Merci. Mustafa Sall. Merci, bon appétit et bon week-end tout le monde. Hassan, est-ce que tu peux m'envoyer la présentation aussi? Oui, je t'envoie les slides tout de suite même. D'accord. Merci. Ok, de rien. Allez, bon week-end. Bon week-end, les gars.